Drew Leon se tenait sur le parking du lycée Pinewood, regardant le dernier bus jaune s'éloigner dans le crépuscule de novembre. Il était resté tard pour corriger des dissertations. Trouvant du réconfort dans cette routine, les clés du concierge tintaient quelque part dans le bâtiment derrière lui. Dans 2 jours, ce serait Thanksgiving. Dans 2 jours, sa fille Sophie passerait la fête à manger des os de dinde dans une poubelle tandis que 23 personnes se régaleraient à 4 mètres et demi de là. Mais il ne le savait pas encore. Il monta dans sa vieille Honda Civic, âgée de 12 ans, toujours fiable, et rentra chez lui, dans la petite maison artisanale qu'il avait achetée avant la naissance de Sophie, avant que la famille de Miranda ne fasse clairement comprendre qu'un salaire de professeur d'histoire au lycée n'était pas suffisant, avant que tout change. La maison était sombre à son arrivée. La BMW de Miranda n'était pas là, une fois de plus. Drew trouva le mot sur le comptoir de la cuisine, écrit de l'écriture précise de sa femme. « J'ai emmené Sophie dîner chez maman, reste du pain de viande au frigo. » Il froissa lentement le papier, sentant le poids de ce qu'était devenu leur mariage. Ils s'étaient rencontrés 8 ans plus tôt, lors d'une collecte de fonds pour une œuvre de charité où Miranda faisait du bénévolat. Elle était différente alors, chaleureuse, riant à ses blagues sur le fait qu'il avait accidentellement enseigné la Révolution française au lieu de l'américaine à une classe de première perplexe. Elle adorait qu'il puisse citer Howard Zinn et faire revivre l'histoire. Ses parents, Margaret et Carl Turner, avaient souri crispés pendant le mariage. Leur désapprobation planant dans l'air comme un parfum coûteux, les Turner possédaient Turner & Associates, une prestigieuse entreprise de développement immobilier commercial qui avait façonné la moitié du skyline de la ville. Carl était de l'argent ancien, Margaret était d'un argent encore plus ancien. Que leur fille épouse un professeur avec un diplôme d'une université d'État avait été, selon les mots de Margaret, une phase 7 ans plus tard. Il était clair que Miranda avait commencé à être d'accord avec eux. Drew réchauffa le pain de viande et mangea debout au comptoir, regardant les dessins récents de Sophie qu'elle avait laissés sur la table. Des bonshommes allumettes d'une famille, Louis, grand avec ses cheveux bruns en désordre, ou dire Sophie, petite avec des couettes, Miranda avec des cheveux au crayon jaune. Ils se tenaient en la main. Le dessin était intitulé « Ma famille », de l'écriture enfantine de Sophie. Âgée de 6 ans, son téléphone vibra. Miranda, on reste chez maman ce soir? Sophie aussi. À demain? Drew fixa le message. La 3e nuit cette semaine. Il répondit « Ok, dis à Sophie que je l'aime. » 3 points apparurent, puis disparurent. Aucune réponse ne vint. Drew se rendit dans son bureau à la maison. Une chambre convertie, bordée de livres. Son ordinateur portable était ouvert au chapitre 12 du manuscrit sur lequel il travaillait depuis 3 ans. Un livre sur des gens ordinaires qui avaient changé l'histoire par de petits actes de défi. Son agent disait qu'il avait du potentiel, mais qu'il avait besoin de travail. L'avance avait été modeste. Margaret avait ri quand elle avait entendu le montant « 40 000 $. Chérie, on dépense ça en un week-end à Aspen. » Il essaya d'écrire, mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit la pile de documents qu'il avait évités, des relevés de cartes de crédit, tous au nom de Miranda, des charges dans des restaurants où il n'était jamais allé, des virées shopping dans des magasins qu'il ne pouvait pas se permettre, des soins spa chaque semaine. Quand il en avait parlé le mois dernier, Miranda avait rétorqué sèchement « Mes parents me donnent une allocation, c'est de l'argent familial, tu ne comprendrais pas ?» C'était ça avec les Turner. Ils vous faisaient vous sentir petit sans élever la voix. Margaret le faisait avec des sourcils arqués avec soin et des commentaires sur un logement adéquat. Carl le faisait en ne se rappelant jamais vraiment le prénom de Drew, l'appelant Dean ou Dave lors des rassemblements familiaux. Le jeune frère de Miranda, Austin Turner, le faisait en demandant à Drew quand il allait trouver un vrai boulot. Drew avait enduré ça pour Sophie, pour la petite fille qui croyait encore que son papa avait accroché la lune, qui écoutait avidement ses histoires sur les civilisations anciennes et les révolutionnaires courageux. Il avait pensé que l'amour pouvait survivre au mépris. Il commençait à réaliser qu'il s'était trompé. L'après-midi suivant, Drew alla chercher Sophie au manoir des Turner, une vaste propriété dans Blackwood Hills, où les maisons avaient des noms au lieu de numéros. Le code de la grille avait été changé à nouveau. Il dut appeler l'interphone. « C'est Drew ?» Pour Sophie, une pause. Puis la voix de Margaret, froide comme une pluie de novembre. « Elle n'est pas prête encore. Je suis en avance de 15 minutes. J'attends une autre pause. » La grille bourdonna et s'ouvrit. Sophie sortit en courant 21 minutes plus tard, son sac à dos rebondissant. Elle se jeta dans les bras de Drew avec la force d'un petit ouragan. « Papa,
Grand-mère m'a acheté de nouvelles chaussures, mais elles me pincent, et maman dit que je dois les porter quand même. Et je leur ai dit que je voulais mes baskets. Mais respire, ma chérie. Drew embrassa le sommet de sa tête. Elle sentait le savon à la lavande que la mère de Miranda gardait dans les salles de bain des invités. Margaret apparut à la porte, impeccable en cachemire crème. « Drew, Miranda reste dîner à nouveau. Je vois, elle a besoin de soutien en ce moment. Cette situation entre vous deux est très stressante pour elle. » Drew posa Sophie au sol, gardant une voix calme. « Quelle situation ?» Le sourire de Margaret pouvait couper du verre. Le mariage est difficile quand un partenaire a des moyens limités, ça crée des tensions. Sophie tira sur sa main, inconsciente du sous-texte. Drew hocha la tête une fois et mena sa fille à la voiture. Tandis qu'il s'éloignait, Sophie babillait sur sa journée. Grand-mère dit que je devrais t'appeler papa. Pas papa, parce que je deviens trop grande. Est-ce vrai? Tu peux m'appeler comme tu veux? Sophie. Grand-mère dit beaucoup de choses. Sophie retira ses nouvelles chaussures d'un coup de pied. Elle me pince vraiment. Drew jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Sa fille regardait par la fenêtre. Son petit visage songeur au-delà de ses années. « Hé, soft, tu sais que tu peux toujours me dire si quelque chose ne va pas. »« Hein? Je sais, papa. » Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui lui serra la poitrine. Ce soir-là, Drew prépara le dîner préféré de Sophie. Des spaghettis à la sauce bolognaise et du pain à l'ail. Ils mangèrent à la petite table de la cuisine. Sophie lui racontant son professeur, « Madame Shun, et le hamster de la classe nommé Alexandre le Grand, parce que tu as dit qu'Alexandre a conquis plein d'endroits. Alors j'ai dit à Madame Shun qu'on devrait nommer le hamster comme ça. Et elle a dit que c'était très malin. » La fierté gonfla la poitrine de Drew. « C'est malin. » Après le dîner, ils construisirent un fort dans le salon avec des coussins de canapé et des couvertures. Drew lui lut 3 chapitres des chroniques de Narnia avant qu'elle ne s'endorme contre son épaule. Il la porta au lit, l'abordant avec son éléphant en peluche préféré. Alors qu'il fermait la porte, les phares de Miranda balayèrent la maison. Elle entra doucement, retirant ses escarpins de designer dans l'entrée. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon serré, son maquillage encore parfait même à 21h. Elle dort. À l'instant, Drew la suivit dans la cuisine. On doit parler de Thanksgiving. Miranda se servit un verre de vin blanc d'une bouteille qu'il n'avait pas achetée. Qu'est-ce qu'il y a? Ta mère a été vague sur l'heure? Qu'est-ce que je dois apporter? Elle prit une longue gorgée, évitant son regard. En fait, maman pensait que ce serait mieux si c'était juste la famille cette année. Les mots frappèrent comme un coup de poing. Je suis ton mari? Tu sais ce que je veux dire? La famille Turner est tendue. Il y a déjà 23 personnes. La table est pleine. Sophie y va. Sophie est une Turner. Et moi, je suis quoi? Dis-le. Elle posa le verre avec force. Ce n'est pas facile pour moi non plus. Drew, tu sais ce que c'est que d'avoir ma mère qui pointe constamment du doigt à quel point le mari de Charlotte s'en sort mieux. Comment Frédéric Charles vient de devenir associé dans son cabinet d'avocat. Comment la start-up tech de Darren Proctor vient d'être valorisée à 50 millions. Je me fiche de Frédéric Charles. Eh bien, peut-être que tu devrais. La voix de Miranda monta. Peut-être que tu devrais t'inquiéter du fait que je dois inventer des excuses pour expliquer pourquoi on ne peut pas partir en vacances en Europe. Ou pourquoi Sophie va à l'école publique. Ou pourquoi tu enseignes toujours les mêmes cours que quand on s'est rencontrés. Drew sentit quelque chose se briser en lui, net et définitif. C'est ce que tu veux. Un mari qui gagne plus d'argent, je veux un mari qui veut gagner plus d'argent. Qui a de l'ambition, qui n'agit pas comme si être content était une sorte de vertu. J'adore enseigner. Miranda, j'adore notre fille. Je pensais t'aimer, elle tressaillit. Ne sois pas dramatique. Alors ne me désinvite pas de Thanksgiving. Il garda une voix ferme. C'est ma fille, j'ai le droit d'y être. C'est la maison de maman, c'est règle. Alors peut-être que Sophie et moi aurons Thanksgiving à la maison ensemble. Le rire de Miranda fut amer. Tu ne peux pas te permettre le genre de repas auquel elle est habituée. Elle a 6 ans. Elle se fiche que la dinde coûte $200. C'est exactement le problème. Drew, tu ne comprends pas ce qu'elle mérite? Ce que je mérite? Elle attrapa son vin et se dirigea vers la chambre, fermant la porte derrière elle d'un clic décisif. Drew resta seul dans la cuisine, entouré des dessins de Sophie sur le réfrigérateur et des restes de leur dîner de spaghettis. Il avait construit une bonne vie ici, simple peut-être, mais pleine d'amour et de sens. Ça n'avait jamais suffi à Miranda, et maintenant, apparemment, pas à sa famille non plus. Il pensa à Sophie dormant à l'étage, innocente et confiante. Il pensa à la façon dont Margaret la regardait parfois, évaluant, calculant comme si elle était une Turner d'abord et sa fille ensuite.
Drew se rendit à son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Il commença un nouveau document, les titra Notes, et se mit à taper tout ce dont il se souvenait sur la famille Turner, leurs affaires, les conversations qu'il avait surprises, la façon dont les yeux de Carl se glaçaient quand quelqu'un mentionnait les réglementations environnementales ou les lois de zonage. Il ne savait pas encore pourquoi il faisait ça. Juste que l'instinct lui disait qu'il aurait besoin de munitions un jour. Les Turner avaient déclaré la guerre. Il ne le savait pas encore. Chapitre 2. La semaine avant Thanksgiving. Drew remarqua les changements. Sophie rentrait de chez Margaret avec de nouveaux vêtements, des robes coûteuses avec des étiquettes qu'il reconnaissait de boutiques du quartier historique. Quand il demanda à leur sujet, Sophie haussa les épaules. « Grand-mère dit que mes vêtements de chez Target sont embarrassants. » Drew sentit la colère bouillonner dans son ventre. « Il n'y a rien de mal à tes vêtements. Ma chérie, grand-mère dit que les gens te jugent parce que tu portes. Est-ce vrai ?» Il s'agenouilla à son niveau. « Certains le font. » Mais les gens qui valent la peine de connaître ne se soucient pas des étiquettes ou des prix. Ils se soucient de qui tu es à l'intérieur. Sophie réfléchit à cela. Puis le serra fort. J'aime mes vêtements de chez Target. Ils sont confortables. Mais le lendemain, Miranda la récupéra dans une nouvelle tenue, une robe en velours avec des chaussures en cuir verni. Quand Drew demanda à ce sujet, la réponse de Miranda fut brève. Maman l'emmène déjeuner au country club. Elle doit avoir l'air présentable. Elle a 6 ans. Exactement. C'est à cet âge que les habitudes se forment. Drew regarda sa fille monter dans la BMW de Miranda, mal à l'aise dans des vêtements faits pour être exhibés plutôt que pour jouer. Il pensa à appeler son ami avocat Cody McConnell, qui avait géré la fermeture de leur maison des années plus tôt, mais les avocats coûtèrent de l'argent que Drew n'avait pas en abondance. Au lieu de cela, il alla à l'école et enseigna à ses élèves de seconde sur l'aristocratie française avant la Révolution, sur l'excès et l'inégalité, sur le point de rupture quand les gens ordinaires décidaient que c'en était assez. Un élève, un gamin vif nommé Marcus, leva la main. « M. Leon, vous pensez que les révolutions se produisent encore aujourd'hui. De différents types, dit Drew, pas toujours violentes. Parfois, une révolution, c'est juste une personne qui décide de ne plus accepter l'injustice. Comme Rosa Parks. Exactement comme Rosa Parks. Après l'école, Drew se rendit au siège de Turner & Associates au centre-ville. Une tour étincelante d'acier et de verre. Il n'avait jamais visité le bureau de Carl avant, jamais eu de raison. La réceptionniste, une jeune femme avec un casque, leva les yeux avec une politesse exercée. « Puis-je vous aider ? Je suis ici pour voir Carl Turner. Je suis son gendre. » Son expression changea légèrement. « Avez-vous un rendez-vous ? » ?»« Non. »« Mais M. Turner ne reçoit pas sans rendez-vous. Je peux programmer quelque chose pour le mois prochain ? Dites-lui que Drew Leon est ici pour sa petite fille. » Elle hésita, puis parla dans son casque. 1 minute plus tard, elle indiqua les ascenseurs, 20e étage. « Son assistante vous attendra ?» Le 20e étage était tout en marbre et acajou. L'assistante de Carl, une femme efficace nommée Joanne Elliott, mena Drew à un bureau d'angle avec des fenêtres du sol au plafond surplombant la ville. Carl était assis derrière un bureau de la taille de la table de cuisine de Drew. Cheveux argentés et imposants dans un costume bleu marine qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de Drew. Il ne se leva pas. « Drew, c'est inattendu. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. » Drew resta debout, refusant de s'asseoir dans la chaise du visiteur comme un suppliant. « Je veux savoir pourquoi ma fille et moi ne sommes pas invités à Thanksgiving. » L'expression de Carl ne changea pas. « C'est le domaine de Margaret. Je ne m'implique pas dans la planification sociale. Ce n'est pas de la planification sociale. C'est la famille. » « Vraiment ?» Carl s'adossa à sa chaise. « Tu es marié à ma fille depuis 7 ans. Pendant ce temps, qu'as-tu contribué à cette famille au-delà d'une petite fille ?» La question plana dans l'air. Drew garda une voix calme. « J'aime votre fille. Je suis un bon père pour Sophie. J'ai une carrière dont je suis fier. » « Une carrière ?» Le sourire de Carl fut mince. « Tu gagnes 48 000 $ par an en enseignant à des enfants qui s'en fichent pour la plupart. Tu vis dans une maison qui vaut moins que la voiture de ma femme. Tu n'as pas de perspective, pas de relation, pas d'ambition pour améliorer ta position. Ma position me va bien, ta position est médiocre, et la médiocrité, Drew, est contagieuse. » Miranda commence à s'en rendre compte. Les mains de Drew se serrèrent en poing à ses côtés. « Qu'est-ce que vous dites ? Je dis que Thanksgiving est pour la famille qui contribue à l'héritage Turner. » « Toi y ? Non. Tu pourras nous rejoindre quand tu auras quelque chose à offrir au-delà de sentiments et de bonnes intentions. » « Et Sophie ? Sophie est une Turner. Elle sera là ? »
Bien sûr, Margaret lui a déjà acheté une robe convenable. Le renvoi était clair. Drew se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. Vous savez ce qui est drôle, Carl? J'enseigne l'histoire, j'enseigne sur les empires qui sont tombés parce qu'ils avaient oublié ce qui comptait vraiment. Ils ont tout construit sur l'argent et le pouvoir et le mépris pour les gens ordinaires. Et chacun d'eux s'est effondré. L'expression de Carl vacilla juste une seconde, puis le masque revint. L'histoire est écrite par les vainqueurs, Drew. Et les vainqueurs ne sont pas habituellement des professeurs de lycée. Drew partit avant de dire quelque chose qu'il regretterait. Il s'assit dans sa voiture dans le garage de parking pendant 10 minutes, respirant profondément, essayant de contrôler la rage. Puis il sortit son téléphone et appela son plus vieil ami, Glenn Davis, qui travaillait comme détective privé. « Glenn, c'est Drew. J'ai besoin d'une faveur. Tout ce que tu veux. Matty, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin que tu enquêtes sur Turner & Associates. Discrètement. Des irrégularités, des plaintes, tout ce qui ne colle pas, silence à l'autre bout. Puis, c'est à propos de la famille de Miranda. Ouais. Qu'est-ce que tu prévois? Je prévois que les gens qui traitent les autres comme s'ils étaient jetables ont généralement quelque chose à cacher. Et je veux savoir ce que c'est. Ça pourrait devenir salissant? C'est déjà salissant. Glenn soupira. D'accord. Donne-moi une semaine. Je verrai ce que je peux trouver. Drew raccrocha et rentra chez lui. La voiture de Miranda n'était pas là. Un autre mot sur le comptoir. J'emmène Sophie faire du shopping pour une robe de Thanksgiving. Ne m'attends pas. Il froissa le mot et le jeta à la poubelle. Le samedi avant Thanksgiving, Drew emmena Sophie au musée des enfants. Ils passèrent des heures à explorer les expositions sur les dinosaures, l'espace et l'Égypte ancienne. Sophie fut fascinée par les pharaons. Ils étaient enterrés avec tous leurs trésors pour les avoir dans l'au-delà, dit-elle en lisant une plaque. C'est bête. Tu ne peux pas emporter des trucs quand tu meurs. Non, tu ne peux pas. Alors pourquoi ils s'intéressent tant à l'or et aux bijoux? Drew sourit. Bonne question. Certains pensent que avoir plus les rend plus importants, mais en réalité, les pharaons qu'on se souvient sont ceux qui ont construit des choses qui ont duré, des bibliothèques, des écoles, des choses qui aidaient les gens. Sophie hocha la tête sérieusement. Comme toi qui enseignes, sa gorge se serra. Ouais, ma chérie. Comme ça, ils prirent une glace après. C'est la tournée de Sophie, insista-t-elle. Utilisant les 5 $ que Drew lui avait donnés pour avoir aidé à ranger sa chambre, elle commanda des pépites de chocolat et la partagea avec lui, leur cuillère tintant contre le gobelet en papier. « Papa, je peux te demander quelque chose? Toujours. Pourquoi on ne va plus chez grand-mère ensemble? Et comme toi, moi et maman ?» Drew choisit ses mots avec soin. « Parfois, les familles traversent des moments difficiles. Ta maman et moi essayons de régler des choses. Grand-mère dit que vous n'êtes pas... » Sophie hésita, léchant sa cuillère. Elle utilise un grand mot, con quelque chose, compatibles. Ouais? Elle dit que tu n'es pas compatible avec notre famille. La glace de Drew tourna en cendres dans sa bouche. Qu'est-ce que tu en penses? Sophie le regarda avec ses yeux sages de 6 ans. Je pense que tu es mon papa? Et ça te rend famille. Grand-mère a tort parfois? Il la serra dans ses bras, sentant son petit corps contre sa poitrine, respirant l'odeur de son shampoing à la fraise, mélangée à la glace au chocolat. Je t'aime, Sophie, plus que tout au monde. Je sais, papa, je t'aime aussi. Quand il la déposa au manoir des Turner ce soir-là, Margaret attendait à la porte. Elle regarda Sophie courir à l'intérieur, puis se tourna vers Drew. Miranda me dit que tu as fait une scène au bureau de Carl. J'ai posé une question. Tu t'es embarrassée toi-même et ma fille? La voix de Margaret était glaciale. Je dis, c'est Thanksgiving. Sophie sera ici à 10 h. Tu n'es pas invitée. Si tu viens, j'appellerai la police et te ferai expulser pour intrusion. Drew soutint son regard. C'est ma fille. C'est une Turner? N'oublie pas lequel compte le plus. Margaret ferma la porte. Drew s'assit dans sa voiture, tremblant de fureur. Il sortit son téléphone et envoya un message à Miranda. On doit parler ce soir. Pas de réponse. Il rentra chez lui et trouva le numéro de Glenn dans ses appels récents. Ça sonna 4 fois avant que son ami ne réponde. « J'ai quelque chose », dit Glenn sans préambule. « Tu ne vas pas aimer. Dis-moi, Turner & Associates est sous investigation de l'EPA depuis 6 mois. Quelque chose sur des décharges illégales sur leur site de construction. Il y a aussi un procès scellé de 2019, un ancien employé affirmant que Carl a truqué les comptes sur un deal de développement commercial, s'est réglé hors tribunal pour un montant non divulgué. Le pouls de Drew s'accéléra. « Tu peux avoir des détails. Je peux essayer. Mais Drew, ces gens ont des avocats, des bons. Quoi que tu prévois,
Je ne prévois rien encore. Continue à creuser. Quand Miranda rentra enfin à 23 heures, Drew l'attendait à la table de la cuisine. Elle s'arrêta dans l'encadrement de la porte, encore en manteau. « Je suis fatiguée. Drew, tu savais que ta mère a menacé d'appeler la police sur moi si je viens à Thanksgiving? Elle protège sa famille. Je suis sa famille. Tu es l'homme qui a épousé sa fille et lui a donné une petite fille. C'est différent. » Drew se leva lentement. « Quand es-tu devenu comme eux? La femme que j'ai épousée se souciait de plus que des country clubs et des étiquettes de designer. La femme que tu as épousée était jeune et stupide et pensait que l'amour conquérait tout. » La voix de Miranda se brisa. « Ça ne marche pas. Drew, l'amour ne paie pas l'éducation de Sophie, ni ne lui donne des opportunités où je pourvois à Sophie. Elle est heureuse, elle est en bonne santé, elle est aimée, elle mérite plus que ça. Elle mérite tout. Selon tes parents ?» Le silence de Miranda fut une réponse suffisante. Drew sentit le dernier fil de son mariage se rompre. « Bien, alors rendons ça officiel. Demande le divorce, mais j'obtiens la garde de Sophie. Tu ne peux pas te permettre de me combattre. Mes parents engageront les meilleurs avocats. Et vois ce qui se passe. » Quelque chose dans son ton fit hésiter Miranda. « Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'en ai assez d'être traité comme si je n'étais pas assez bien? Ça veut dire que tu as choisi ta famille au lieu de la nôtre? Ça veut dire que Sophie mérite mieux que des gens qui mesurent sa valeur par ses étiquettes de vêtements. » Il passa devant elle vers la chambre d'amis, fermant la porte derrière lui. À travers le mur, il entendit Miranda pleurer. Une petite partie de lui avait encore mal pour elle. Mais la plus grande partie, celle qui avait enduré 7 ans de mépris et de condescendance, ne ressentait que de la résolution. Jeudi était Thanksgiving. Et Drew y serait, invité ou non, chapitre 3. Le matin de Thanksgiving arriva froid et gris, menaçant la pluie. Drew se réveilla à 6 heures dans la chambre d'amis. Son esprit déjà passant en revue les scénarios, il avait appelé Cody McConnell la veille au soir, obtenant des conseils sur les lois de garde et les droits parentaux. Miranda ne pouvait pas légalement l'empêcher de voir Sophie pendant une fête sans ordre du tribunal, ce qui signifiait que la menace de Margaret Turner était vide. Probablement, il prit une douche, s'habilla de son meilleur costume charbon, celui qu'il portait aux conférences parents-professeurs et au mariage. Miranda était déjà partie, sa voiture absente de l'allée. Elle était partie avant qu'il ne se réveille. Emportant les quelques possessions qu'elle n'avait pas encore déménagées chez ses parents, le pré-divorce avait déjà commencé, silencieux et inévitable. Drew prépara du café et s'assit à la table de la cuisine. Regardant la pluie commencer à éclabousser les fenêtres, son téléphone vibra. « Glenn Davis, joyeux Thanksgiving, j'ai plus d'infos pour toi ?» Et j'écoute. « L'entreprise de Carl Turner est dans des ennuis plus graves que je pensais si. L'investigation de l'EPA n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai trouvé 3 autres procès réglés discrètement, tous de sous-traitants affirmant avoir été fraudés. Et voici la partie intéressante. Turner & Associates a été renfloué par le beau-père de Carl en 2008. Sans cette injection d'argent, ils auraient fait faillite pendant la crise immobilière. Donc, la fortune Turner est surtout l'argent de la famille de Margaret. Carl a surfé sur la richesse de sa femme pendant des années, en prétendant avoir construit l'empire lui-même. Drew sourit sombrement. C'est utile. Il y a plus, j'ai parlé à un pote qui travaille à l'urbanisme. Turner & Associates pousse pour un énorme projet de redéveloppement dans le district Riverside. Ils essaient de changer le zonage de résidentiel à commercial. Si ça passe, ils feront des millions. Sinon, ils sont surendettés. Exactement. Ils ont déjà acheté la moitié des propriétés en supposant que le zonage changera. Si ça tombe à l'eau, ils se retrouvent avec des dizaines de millions en propriétés résidentielles qu'ils ne peuvent pas développer. Drew rangea cette information. Quand est le vote du conseil de zonage? Le mois prochain? Le 15 décembre. Merci, Glenn. Je te dois. Fais juste attention. Ces gens combattent salement. Drew raccrocha et fixa son café. La famille Turner avait passé des années à le faire se sentir petit, inadéquat, sans valeur. Ils avaient empoisonné son mariage, aliéné sa fille. Et maintenant, ils essayaient de l'effacer complètement de Thanksgiving. Mais ils avaient assez commis une erreur cruciale. Ils l'avaient sous-estimé. Drew avait recherché et écrit sur les structures de pouvoir toute sa vie adulte. Il comprenait comment elles fonctionnaient, comment elles s'effondraient. Les Turner pensaient que l'argent et le statut social les rendaient intouchables. Il était sur le point de leur donner une leçon d'histoire qu'ils n'oublieraient jamais. À 9h30, Drew monta dans sa Honda et se rendit à Blackwood Hills. La pluie s'était intensifiée, rendant les routes glissantes. Il s'arrêta à la grille du manoir des Turner et appuya sur l'interphone.
Pas de réponse. Il appuya à nouveau. Plus longtemps cette fois, la voix de Margaret crépita. « Je t'ai dit de ne pas venir. Je suis ici pour voir ma fille. Tu fais intrusion? J'appelle la police? Vas-y. Mais tu devrais savoir que j'ai déjà appelé mon avocat, et à moins que tu aies un ordre du tribunal m'interdisant de voir Sophie. Tu empêches un père d'accéder à son enfant pendant une fête. Ça ne paraîtra pas bien? Silence. » Puis la grille bourdonna et s'ouvrit. Drew se gara dans l'allée circulaire derrière une file de véhicules de luxe. Des BMW, une Mercedes, une Tesla, une Porsche. Il reconnut la Corvette rouge d'Austin Turner. Il marcha jusqu'à la massive porte d'entrée et sonna. Miranda répondit, son visage pâle. « Drew, s'il te plaît, ne fais pas ça. Où est Sophie? À l'intérieur avec tout le monde? Alors j'entre. » Il passa devant elle dans le vestibule en marbre. Des voix flottaient de la salle à manger formelle. Rires, conversations, le tintement de cristal. La maison sentait la dinde rôtie et le vin coûteux. Drew suivit les sons. La salle à manger était exactement comme il l'avait imaginé. Une table pouvant accueillir 30 personnes, dressée avec de la porcelaine et de l'argenterie qui coûtait probablement plus que sa voiture. 23 personnes étaient assises autour, la famille Turner dans leur tenue de Thanksgiving. Carl en bout de table, Margaret en face de lui, Austin et sa femme Brittany Francis, le cousin de Miranda Frédéric Charles et sa femme Amber Ross, d'autres parents que Drew reconnaissait des mariages et des funérailles, ils levèrent tous les yeux quand il entra. Tout le monde, sauf Sophie, elle n'était pas à la table. Le sang de Drew se glaça. « Où est ma fille ?» Margaret posa délicatement son verre de vin. Sophie faisait des caprices avec sa robe. « Elle est dans la cuisine avec Joan Elliott, votre assistante. » Quelqu'un devait la superviser. Elle perturbait le repas. Drew passa devant la salle à manger, à travers le garde-manger du majordome. Dans la massive cuisine, elle était vide, sauf pour Joan, qui se tenait à l'évier lavant la vaisselle, et Sophie, sa fille de 6 ans, assise par terre dans le coin près de la poubelle, portant sa nouvelle robe en velours. Son visage était strié de larmes. Dans ses mains, un os de dinde nettoyé. Elle mangeait des restes de la poubelle. Le son qui sortit de la gorge de Drew fut primal. Sophie leva les yeux, le vit, et son visage se froissa. « Papa !» Il traversa la cuisine en 3 enjambées, la souleva dans ses bras. Elle enfouit son visage dans son cou, sanglotant. « Ils ont dit que je ne pouvais pas manger avec tout le monde parce que ma robe était sale et j'avais faim. Et mademoiselle Joan a dit qu'il n'y avait pas assez de sièges de toute façon. Alors je pouvais manger les restes. Et bien sûr, c'est ok. Je t'ai... » Il se tourna vers Joan Elliott, qui semblait frappée. Depuis combien de temps est-elle ici? Je suivais juste les instructions de Madame Turner. Drew n'attendit pas le reste. Il porta Sophie à travers le garde-manger du majordome dans la salle à manger où 23 personnes étaient assises avec des assiettes pleines. Du vin coûteux, leur festin de Thanksgiving étalé devant eux comme un banquet médiéval. Tout le monde fixé maintenant. Drew regarda Margaret Turner. Elle soutint son regard avec un calcul froid. Il dit 6 mots. « Vous ne la verrez plus jamais. Jamais. » La fourchette de Margaret claqua sur son assiette. Miranda fit un son comme un animal blessé. Carl se leva à moitié de sa chaise. Drew se tourna et sortit. Sophie s'accrochant à lui comme une bouée de sauvetage. Derrière lui, des voix éclatèrent. Miranda pleurant, Margaret criant, le chaos remplaçant la perfection soigneusement orchestrée. Il attacha Sophie dans sa voiture et s'éloigna du manoir des Turner. Elle pleura contre sa ceinture de sécurité. Des sanglots hoquetants qui lui brisèrent le cœur. « Je suis désolé. Papa, j'ai ruiné Thanksgiving. »« Non, ma chérie, tu n'as rien ruiné. Ces gens l'ont fait. » Il tendit la main en arrière et serra la sienne. « Et si on rentrait et qu'on faisait notre propre Thanksgiving? Juste toi et moi, avec du mac and cheese, avec ce que tu veux. » Ils s'arrêtèrent à un supermarché ouvert 24 heures, l'un des rares ouverts pendant la fête. Drew acheta du macaroni au fromage, du lait au chocolat et une petite tarte à la citrouille. Sophie resta près de lui tout le temps, encore dans sa robe en velours sale. À la maison, il l'aida à se changer en pantalon de survêtement et son t-shirt préféré avec un dinosaure. Ils préparèrent du mac and cheese ensemble, Sophie debout sur un tabouret pour remuer la casserole. Ils mangèrent dans le salon, regardant Moana pour la 100e fois. Sophie s'endormit contre son épaule avant la première chanson de Maui. Drew la porta au lit. L'abordant avec son éléphant en peluche, il la regarda dormir longtemps, son visage paisible maintenant, des traces de larmes encore visibles sur ses joues. Puis il alla à son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Il commença à écrire, pas le livre sur les zéros ordinaires. Quelque chose de différent, quelque chose de nécessaire.
Il écrivit sur la négligence infantile, sur les familles qui valorisaient l'apparence plus que l'humanité, sur la corruption masquée par la richesse, sur des hommes comme Karl Turner qui construisaient des empires sur l'argent des autres et prétendaient être des self-made men. Et il commença à passer des appels, d'abord à Cody McConnell, laissant un message vocal « J'ai besoin de demander le divorce et la garde complète ». Premier truc lundi matin, motif, négligence infantile et mise en danger. Puis à Glenn Davies, j'ai besoin de tout ce que tu peux obtenir sur Turner & Associates. Chaque procès, chaque violation EPA, chaque deal sale, peu importe comment tu l'obtiens. Puis à son agent littéraire Kingston, tu te souviens de l'idée d'exposé que j'ai pitché sur la corruption dans l'immobilier commercial? Je l'écris et j'ai une famille sujet à profiler. Enfin, il appela un numéro qu'il avait sauvegardé des mois plus tôt, un producteur d'une émission locale d'investigation qu'il avait contacté quand son premier livre avait eu une attention mineure. C'est Drew Leon. On a parlé au printemps dernier sur la réforme de l'éducation. J'ai une histoire différente pour vous. Une sur une famille prominente engagée dans la fraude, des crimes environnementaux et des abus infantiles. Intéressé? Le producteur était très intéressé. Drew raccrocha et regarda le calendrier. 2 semaines? Il avait dit qu'il allait faire quelque chose de pire dans 2 semaines. Il allait détruire la famille Turner méthodiquement, complètement, en utilisant leurs propres péchés contre eux, et contrairement à eux, il le ferait équitablement, avec la vérité, avec des preuves, avec la loi de son côté, parce que Drew Leon pouvait être juste un professeur d'histoire, mais les professeurs d'histoire comprenaient quelque chose que les Turner ne comprendraient jamais. Les empires tombaient toujours, éventuellement. C'était juste une question de trouver le bon point de pression. Et il avait trouvé le leur. Chapitre 4. Les 55 appels manqués commencèrent au jour 13. Drew le savait parce qu'il comptait 13 jours depuis Thanksgiving. 13 jours depuis qu'il avait quitté le manoir des Turner avec Sophie. 13 jours de silence de Miranda. De sa famille, de tout le monde sauf son avocat. Puis son téléphone explosa. Ça commença à 7 heures, un matin gris de décembre. Le nom de Miranda clignota sur l'écran. Drew laissa sonner jusqu'à la messagerie, puis elle appela encore et encore. Entre ses appels, Margaret essaya, puis Carl, puis Austin, puis des numéros que Drew ne reconnaissait pas. À midi, il avait 55 appels manqués et 23 messages vocaux. Il enseignait quand les appels commencèrent, son téléphone en silencieux dans son tiroir de bureau. Il ne le vérifia pas avant la pause déjeuner. Quand il trouva sa messagerie complètement pleine, Drew s'assit dans sa classe vide et les écouta dans l'ordre. Le premier était Miranda, sa voix tremblante. « Drew, s'il te plaît, rappelle-moi, c'est important, c'est à propos de Sophie et tout, s'il te plaît. » Le deuxième était aussi Miranda. « Je sais que tu es en colère, mais c'est sérieux. Mes parents, il y a des reporters, quelqu'un a fuité, appelle-moi, s'il te plaît. » Au 5e appel, sa voix était passée de suppliante à frénétique. « Drew, quoi que tu aies fait, tu dois arrêter maintenant. Ils disent sur la société de papa. Oh mon Dieu, il y a des vannes de news dehors leur maison? S'il te plaît, dis-moi que ce n'était pas toi. » Les appels plus tardifs étaient de Margaret et Carl. Leur composure cultivée se fissurant. « Margaret, c'est de la diffamation, on te poursuivra pour tout ce que tu as, ce qui n'est pas grand-chose. Mais on prendra ta maison et ta voiture pathétique et on s'assurera que tu ne vois plus jamais Sophie. Carl, je t'ai sous-estimé, c'était stupide, mais si tu penses que nous exposer aide ta fille, tu te trompes? Appelle-moi, on peut négocier. » Drew effaça tous les 55 messages et ouvrit son ordinateur portable. Les nouvelles avaient éclaté ce matin-là. L'équipe d'investigation de Channel 7 avait diffusé l'histoire pendant leur émission du lever du soleil. Turner & Associates sous le feu, allégation de fraude. Crimes environnementaux et violations EPA. La reporter, une femme vive nommée Violette Schaeffer, avait fait un excellent travail. Drew lui avait donné tout ce que Glenn avait découvert, plus des documents qu'il avait trouvés lui-même, anciens articles de presse, registres publics, témoignages d'anciens employés que Glenn avait traqués, mais la vraie bombe était l'angle de négligence infantile. Violette avait interviewé Joan Elliott, qui était rongée par la culpabilité depuis Thanksgiving. Elle avait quitté son job chez Turner & Associates 3 jours après la fête et avait accepté de témoigner publiquement. J'ai vu une enfant de 6 ans manger des restes d'une poubelle tandis que sa grand-mère organisait un dîner somptueux à 4,5 mètres de là. Avait dit Joan dans l'émission, sa voix ferme. Quand j'ai questionné Madame Turner, elle a dit que l'enfant devait apprendre sa place. C'étaient ses mots exacts. Le segment incluait des photos que Drew avait prises de Sophie cette nuit-là, son visage taché de larmes. La robe sale, l'os de dinde.
Il avait hésité avant de les remettre, mais Sophie lui avait demandé ce qui se passait et il avait expliqué en termes simples que grand-mère et grand-père avaient enfreint des règles et blessé des gens comme des brutes. Sophie avait demandé exactement comme des brutes. Alors, il devrait avoir des ennuis. À l'école, les brutes doivent s'asseoir en time-out. Des bouches de bébé, le téléphone de Drew sonna à nouveau. Cette fois, c'était Cody McConnell. « Tu regardes les news ?» demanda Cody. « Je le fais maintenant. » C'est partout. CNN l'a repris. Le Times aussi. L'histoire a des jambes nationales. Famille riche abuse de sa petite fille tout en combattant des violations environnementales. C'est un appât à outrage parfait. Je voulais juste que la vérité sorte. Eh bien, la vérité brûle sur les réseaux sociaux comme un feu de forêt. Les Turners sont en tendance sur Twitter. Pas de façon positive. Cody fit une pause. L'avocat de Miranda m'a appelé ce matin. Ils veulent régler le divorce rapidement et discrètement. Non, Drew, pas de règlement. Je veux la garde complète de Sophie. Je veux que Miranda admette ce qui s'est passé et je veux une pension alimentaire d'elle. Pas l'inverse. Elle a accès à l'argent Turner. Je veux que Sophie en bénéficie puisque les Turner ont passé tant de temps à me dire à quel point l'argent est important. Cody siffla bas. Tu vas pour le sang, je vais pour la justice. D'accord, je rédigerai les demandes. Mais Drew, prépare-toi. Ils vont combattre salement. Laisse-les essayer. Cet après-midi-là, Drew alla chercher Sophie à l'école. Elle bondit de sa classe de CP, couette rebondissant, son sac à dos couvert d'autocollants de dinosaures. Madame Sean a dit que j'ai super bien réussi mon test d'orthographe. J'ai eu les 10 mots justes. C'est merveilleux. Ma chérie, il s'agenouilla pour un câlin. On peut prendre une glace pour fêter ça ? Absolument. Ils allèrent au même glacier où ils avaient partagé des pépites de chocolat 2 semaines plus tôt. Sophie commanda à la fraise cette fois, son humeur lumineuse et insouciante. Drew la regarda manger, s'émerveillant de la résilience d'un enfant. « Papa, pourquoi grand-mère et grand-père ont fait des mauvaises choses ?» Drew choisit ses mots avec soin. Parfois, les gens se concentrent tellement sur le fait de sembler importants qu'ils oublient d'être bons. Ça a du sens ? Sophie lécha sa cuillère pensivement. Madame Sean dit que être bon est plus important qu'être intelligent ou riche ou joli. Madame Sean est très sage. Est-ce que je verrai grand-mère et grand-père à nouveau ? Drew sentit sa poitrine se serrer. Malgré tout, Sophie avait aimé ses grands-parents. Elle était trop jeune pour comprendre la profondeur de leur cruauté. Peut-être un jour, mais pour l'instant, tu vas rester avec moi ? C'est ok ? Sophie hocha la tête, puis posa sa glace. Papa, j'ai entendu des enfants parler à l'école. Ils disaient que grand-mère m'avait fait du mal, mais elle ne m'a pas frappé ou rien. Il y a différents types de mal, Sophie. Parfois, les gens te font du mal en te faisant te sentir petit ou sans importance. C'est ce qui s'est passé... Oh, Sophie réfléchit, ça me rend triste. Moi aussi, mais je t'ai... Donc c'est ok. Drew la serra dans ses bras, sentant ses petits bras autour de son cou, et se demanda comment il avait eu tant de chance d'avoir cette personne dans sa vie. Quand ils rentrèrent, la BMW de Miranda était garée dans l'allée. Sophie se tendit. « Maman est fâchée contre nous. Maman est probablement upset. Mais pas contre toi. Jamais contre toi. » Miranda était assise sur les marches de devant, encore en vêtements de travail. Un tailleur de designer qui coûtait probablement 1 mois de salaire de Drew. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. « Sophie, bébé !» Sophie courut vers sa mère et Miranda la souleva, sanglotant dans les cheveux de sa fille. Drew déverrouilla la porte d'entrée et fit signe d'entrer. « Je vais faire du chocolat chaud », dit-il à Sophie. « Tu veux regarder des dessins animés ?» Sophie hocha la tête avec enthousiasme. Miranda la posa et Sophie courut au salon. Dans la cuisine, Miranda s'appuya contre le comptoir, sa composure parfaite brisée. « Ils disent que je suis une mère inapte. Ont-ils tort ?» Elle tressaillit. « Je n'ai jamais su pour Thanksgiving. Maman m'a dit que Sophie était dans la cuisine parce qu'elle avait renversé sur sa robe, que Johan l'aidait à nettoyer. Je ne savais pas qu'elle était... Je n'aurais jamais... Tu n'es pas allé dans la cuisine une seule fois pendant tout le repas. » Le silence de Miranda fut une réponse suffisante. Drew prépara du chocolat chaud, gardant ses mains occupées pour éviter de dire quelque chose qu'il regretterait. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Miranda, je veux savoir si c'est toi qui as fait ça, si tu es allé à la presse ?» Il rencontra ses yeux. « Oui. »« Pourquoi ? Pour me punir, pour protéger Sophie et pour arrêter ta famille de blesser d'autres gens. » Il versa du chocolat chaud dans la tasse préférée de Sophie. « Tu savais pour les violations EPA, les procès pour fraude. Je sais, peut-être, papa ne parle pas affaires avec moi, mais tu savais que quelque chose clochait ?
Les épaules de Miranda s'affaissèrent. Je savais que papa était stressé, que l'argent était plus serré que d'habitude. Mais je pensais que c'était juste le marché ou je ne sais pas. Je n'ai pas posé de questions parce que poser des questions signifierait admettre que ta famille n'est pas parfaite. Ils sont toujours ta famille et elle est la nôtre. Drew fit un geste vers le salon où Sophie chantait avec un dessin animé. « Quand vas-tu la choisir, elle, au lieu d'eux ?» Le visage de Miranda se froissa. « Je ne sais pas comment. Ils sont tous ce que j'ai toujours connus. Sans eux, je ne sais pas qui je suis. » Drew sentit un scintillement de pitié. Puis il se rappela Sophie mangeant d'une poubelle. « Trouve vite, parce que Cody demande la garde complète lundi. Tu peux le combattre, mais tu perdras. Ou tu peux accepter une garde partagée avec des conditions spécifiques. » Quelles conditions ? Sophie reste principalement avec moi. Tu as des visites supervisées jusqu'à ce que tu prouves que tu peux la mettre en premier. Pas de contact avec tes parents jusqu'à ce qu'ils aient complété une thérapie familiale ordonnée par le tribunal et fait amende honorable à Sophie. Et tu commences à payer une pension alimentaire. Miranda rit amèrement. Avec quel argent ? Mon fonds en fiducie est contrôlé par mes parents. Si je vais contre eux, alors trouve un job. Tu as un diplôme en business que tu n'as jamais utilisé. Je ne peux pas juste... Tu peux... Ou tu peux choisir les Turner au lieu de ta fille à nouveau. Miranda le fixa, des larmes coulant sur son visage. Je t'aimais, tu sais, avant que tout devienne si compliqué. Je sais, je t'aimais aussi. Est-ce trop tard ? Drew lui tendit le chocolat chaud apporté à Sophie. Pour nous ? Oui, mais pas pour toi et Sophie. Sois sa mère. Vraiment, c'est tout ce que je demande. Miranda prit la tasse avec des mains tremblantes et alla au salon. Drew écouta le cri ravi de Sophie. « Maman reste !» Et la réponse calme de Miranda. « Juste un petit moment. Bébé. » Son téléphone bourdonna. « Glenn Davies, allume Channel 7. » Le PA tient une conférence de presse. Drew trouva la télécommande et alluma la TV dans la cuisine. Un officiel de l'EPA se tenait à un podium flanqué de gens sérieux en costume. Après examen des preuves fournies par des lanceurs d'alerte et des journalistes d'investigation, l'Agence de protection de l'environnement porte des accusations formelles contre Turner & Associates pour de multiples violations de la loi environnementale fédérale. De plus, le département de la justice poursuivra des accusations de fraude liées à des rapports d'impact environnemental falsifiés. La caméra balaya vers des questions des reporters. Quelqu'un demanda « Quelles sont les pénalités potentielles ? Des millions en amende ? Tant de prisons possibles pour les exécutifs trouvés responsables. » Drew sentit une satisfaction sombre. L'Empire s'effondrait. Derrière lui, Miranda apparut dans l'encadrement de la porte, le visage cendré. « C'est mon père ? » ?»« Oui. » »« Il pourrait aller en prison ? » ?»« Oui. » Elle s'affaissa sur une chaise de cuisine. « Qu'est-ce que tu as fait ? » ?»« Ce que quelqu'un aurait dû faire, il y a des années. Je les ai arrêtés. » Miranda le regarda avec quelque chose qui pouvait être du respect, ou de l'horreur, ou les deux. « Tu n'es pas qui je pensais que tu étais. Je suis exactement qui j'ai toujours été. Tu n'as juste jamais pris la peine de regarder. » Chapitre 5. Les Turner engagèrent Patricia Donnelly, l'avocate la plus agressive de l'État. Elle était connue pour défendre des criminels en col blanc et faire disparaître des témoins par intimidation et règlement. Son premier mouvement fut de déposer une motion pour sceller tous les dossiers liés à l'affaire Turner, citant un préjudice potentiel aux opérations commerciales en cours. Ça échoua. Son deuxième mouvement fut de menacer Drew directement. Elle se présenta au lycée Pinewood pendant sa période de planification, ses talons loup-boutin claquant contre les sols en linoléum. Le principal Harris l'escorta personnellement à la classe de Drew, l'air apologétique. « M. Leon, voici Patricia Donnelly. Elle dit que c'est urgent. » Drew leva les yeux de la correction de dissertation. « Je n'ai rien à dire sans mon avocat présent. »« Intelligent. » Patricia sourit, mais ça n'atteignit pas ses yeux. « Je ne suis pas ici pour discuter de l'affaire. Je suis ici pour vous faire une offre. Je ne suis pas intéressé. Vous ne l'avez pas encore entendu ?» Elle s'assit sur le bord d'un bureau d'élèves sans invitation. « Les Turner sont prêts à vous payer grassement. $1 demi-million pour rétracter vos déclarations à la presse et admettre que vous avez fabriqué l'incident de Thanksgiving par dépit. » Drew posa lentement son stylo rouge. « Sortez de ma classe. Pensez à ce que cet argent pourrait faire pour Sophie. École privée, fonds pour l'université, une meilleure maison. Dehors maintenant ?» Patricia se leva. « Lissant sa jupe. Vous faites une erreur. Les Turner ont des ressources que vous ne pouvez imaginer. Ils vous enterreront sous des frais légaux. Ils traîneront ça pendant des années. Votre fille passera son enfance dans des tribunaux au lieu de terrain de jeu. Alors, ils la passeront en prison. Échange équitable. » Le sourire de Patricia devint prédateur. « On verra. » Elle partit, son parfum persistant dans l'air.
coûteux et écœurant, Drew envoya un message à Cody immédiatement. L'avocate des Turner vient d'essayer de me soudoyer à l'école. Un demi-million pour rétracter. La réponse de Cody fut instantanée. Ils sont désespérés. Documente tout, ça aide notre affaire de garde. Ce soir-là, Drew s'assit avec Sophie faisant ses devoirs, pratiquant ses lettres, la pointe de sa langue sortant en concentration, son téléphone bourdonna constamment, messages de reporters demandant des interviews, d'anciens élèves offrant du soutien, d'étrangers qui avaient vu les news. Un message se distingua dans Kingston. Son agent littéraire, 3 éditeurs veulent te rencontrer sur l'histoire Turner. Un offre une avance à 6 chiffres sur vue. Appelle-moi. Drew fixa le message. 6 chiffres. C'était plus que ce qu'il gagnerait en 2 ans d'enseignement. Papa, tu n'aides pas. Sophie pique à son bras. Désolé, ma chérie, laisse-moi voir ton E. Elle l'avait écrit à l'envers. Il guida doucement sa main pour la bonne formation, pensant à l'argent et aux principes, et comment parfois ils s'alignent parfaitement. La semaine avant le vote du conseil de zonage, Carl Turner appela Drew directement. On doit parler homme à homme. Je ne pense pas. S'il te plaît. Les mots sonnaient étrangers dans la bouche de Carl. Pas sur l'affaire. Sur Sophie. La prise de Drew se serra sur le téléphone. Quoi sur elle? On peut se rencontrer? Endroit neutre. Public. Juste 10 minutes. Contre son meilleur jugement. Drew accepta. Ils se rencontrèrent dans un café au centre-ville, du genre avec des chaises dépareillées et de l'art local sur les murs. Carl semblait diminuer en vêtements décontractés, kakis et polos au lieu de ses costumes à $1000 habituels. Ses cheveux argentés étaient ébouriffés. Il avait vieilli d'une décennie en 2 semaines. Merci d'être venu. Drew ne dit rien. Carl commanda un café noir, s'assit en face de Drew, à une petite table près de la fenêtre. Je te dois des excuses. Trop tard? Je sais, mais je dois le dire quand même. Carl enveloppa ses mains autour de sa tasse de café. J'avais tort sur toi? Sur ce qui compte? Sur comment je t'ai traité et Sophie et Miranda et... La voix de Carl se brisa. J'ai élevé Miranda à valoriser les mauvaises choses. L'argent, le statut, l'apparence, je pensais la préparer pour le monde. Au lieu de ça, je l'ai transformée en quelqu'un qui laisserait sa fille manger d'une poubelle, parce qu'elle avait trop peur de défier sa mère. Drew sentit un scintillement de quelque chose. Pas du pardon, mais de la reconnaissance. Pourquoi tu me dis ça? Parce que dans 3 jours, le conseil de zonage vote sur notre développement Riverside. Si ça échoue, Turner & Associates fait faillite. On perd tout. La fortune familiale de Margaret est déjà liée à des défenses légales grâce à ton exposé. Bien, je ne demande pas de miséricorde sur ce front. On mérite ce qui arrive. Carl rencontra ses yeux. Mais je te demande de laisser Sophie connaître son grand-père avant que j'aille en prison. De me laisser faire amende honorable pendant que je le peux encore. Tu penses vraiment que tu vas en prison? Les violations EPA seules portent des minimums obligatoires. Ajoute les accusations de fraude. Carl haussa les épaules. J'ai déjà commencé à dire au revoir. Drew étudia l'homme en face de lui. 2 semaines plus tôt. Carl Turner avait été intouchable. Arrogant. Dédaigneux. Cruel dans son indifférence décontractée. Maintenant, il ressemblait à ce qu'il était vraiment. Un vieil homme faisant face à des conséquences pour la première fois dans sa vie privilégiée. « Tu ne peux pas faire amende honorable », dit Drew calmement. « Pas avec moi, pas avec Sophie. Tu l'as fait se sentir sans valeur. Tu l'as laissé manger d'une poubelle. Aucun regret de dernière heure ne change ça. Je sais. Alors pourquoi es-tu vraiment ici ?» La façade de Carl se fissura complètement. « Je suis ici parce que je suis terrifié. Pas de la prison ou de la faillite ou de perdre tout. Je suis terrifié d'avoir gaspillé toute ma vie à chasser des choses qui ne comptent pas et de mourir sans que ma petite fille sache que je l'ai réalisé. Ce n'est pas mon problème. Non, c'est le mien. » Carl se leva, laissant de l'argent pour le café. « Pour ce que ça vaut, tu es un meilleur homme que je ne l'ai jamais été. Sophie a de la chance de t'avoir. » Il sortit sans regarder en arrière. Drew resta seul à la table, regardant par la fenêtre tandis que Carl montait dans une berline modeste, la Porsche présumément déjà saisie par les enquêteurs fédéraux. Il ne ressentit aucune satisfaction dans la défaite de l'homme, juste de l'épuisement. Son téléphone bourdonna. « Glenn Davies. Tu es assis? Devrais-je l'être? Je viens d'avoir des nouvelles de mon contact en urbanisme. Le vote du conseil de zonage est demain soir, pas dans 3 jours. Ils l'ont avancé pour essayer de le faire passer avant Noël. Ils peuvent faire ça, techniquement. Oui. Ils ont posté un avis dans la section légale du journal. La plupart des gens ne le lisent pas. L'esprit de Drew courut. Qui est au conseil? 7 membres. Turner a besoin de 4 votes pour passer. Il en a 3 dans sa poche. Des membres du conseil, à qui il a donné pendant des années,
Les 4 autres pourraient aller dans n'importe quel sens. Qu'est-ce qu'il faudrait pour les influencer? Pression publique. Preuve que le développement nuirait à la communauté, données d'impact environnemental. Un tas de choses qui prennent du temps que tu n'as pas. Drew pensa aux piles de recherche dans son bureau à la maison, sur le quartier Riverside, des familles de classe ouvrière, des petites entreprises, un centre communautaire qui servait des centaines d'enfants, sur Sophie et des enfants comme elle qui méritaient mieux que des hommes riches, bulldozant leur quartier pour le profit. J'ai besoin d'adresses pour les membres du conseil. Au moment de la réunion de demain, Drew, qu'est-ce que tu prévois? Une leçon d'histoire. Les Turner sont sur le point d'apprendre que les révolutions n'ont pas besoin d'armée. Elles ont juste besoin de gens qui refusent de rester silencieux. Chapitre 6. La réunion du conseil de zonage était prévue à 19h dans la salle de conférence du 3e étage du bâtiment municipal. La présence publique était techniquement autorisée, mais se produisait rarement. Les décisions de zonage étaient ennuyeuses. Techniques, le domaine des avocats et des promoteurs. À 18h30, le 3e étage était bondé. Drew avait passé les 24 heures précédentes à appeler des résidents du district Riverside, des propriétaires de petites entreprises qui seraient déplacés, des groupes environnementaux, des parents dont les enfants utilisèrent le centre communautaire, des journalistes d'investigation affamés d'un suivi à l'histoire Turner. Il avait contacté ses élèves, actuels et anciens, et leur avait demandé de diffuser le mot sur les réseaux sociaux. Le hashtag Save Riverside avait trendi localement à midi. Maintenant, 200 personnes s'entassaient dans un espace prévu pour 50. Elles bordèrent les murs, s'asseyèrent par terre, débordèrent dans le couloir. Le chef des pompiers semblait prêt à le fermer, mais la foule était pacifique. Ordonnée, déterminée, Drew se tenait près du fond avec la main de Sophie dans la sienne. Il l'avait amenée intentionnellement, habillée de son t-shirt dinosaure préféré, un rappel visible de qui souffrait quand les promoteurs priorisèrent le profit sur les gens. Les 7 membres du conseil semblaient choqués en prenant leur siège. Le président, un homme mince nommé Chester Lowe, tape à son marteau. Cette réunion est ouverte. Nous sommes ici pour voter sur la pétition Z 2024-176, la proposition de redéveloppement en Riverside soumise par Turner & Associates. Un avocat se leva pour présenter le côté Turner. Il était lisse, professionnel, armé de graphiques et de projections économiques. Il parla de création d'emplois, de revenus fiscaux, de renouvellement urbain. La foule écouta dans un silence hostile. Quand il finit, Chester Lowe demanda « Y a-t-il quelqu'un du public qui souhaite commenter ?» 20 mains se levèrent. Umparum, les résidents de Riverside approchèrent du microphone. Une femme âgée dont la famille possédait un magasin de coin depuis 40 ans, un jeune père dont la fille assistait au programme après-école au centre communautaire, un professeur qui avait grandi dans le quartier et l'avait vu survivre à des récessions et des épreuves grâce à la force communautaire. Ils parlèrent de la valeur de leur maison, leurs entreprises, leur vie. Ils parlèrent de cupidité corporative et de dommages environnementaux et de familles à déplacer pour le profit. Et ils parlèrent des Turner. C'est la même famille, actuellement sous investigation fédérale pour crimes environnementaux, dit un résident, voix tremblante de colère. La même famille qui a fait manger une enfant de 6 ans d'une poubelle, et vous allez les laisser démolir notre quartier? La foule éclata en applaudissements. Chester Lowe tapa son marteau à plusieurs reprises. Ordre! Nous avons besoin d'ordre! Drew s'avança au microphone. Quelqu'un le reconnut, et un murmure traversa la salle. Je m'appelle Drew Leon. Je suis professeur d'histoire au lycée et père. Il y a 2 semaines, ma fille a été humiliée par la famille Turner parce qu'ils la considéraient en dessous d'eux. Maintenant, ils veulent faire la même chose à tout ce quartier. Il sortit un dossier épais de documents. J'ai passé la dernière semaine à rechercher chaque projet de développement que Turner & Associates a complété dans la dernière décennie. Dans chaque cas, ils ont promis des bénéfices communautaires qui ne se sont jamais matérialisés. Ils ont promis des protections environnementales qu'ils ont ignorées. Ils ont promis des logements abordables qu'ils n'ont jamais construits. Il remit des copies aux membres du conseil. Ce quartier n'a pas besoin de renouvellement. Il a besoin de protection contre des gens qui voient les communautés comme des obstacles au profit. Vous avez le pouvoir de fournir cette protection. Utilisez-le. Drew recula. La foule se leva en ovation debout. Les membres du conseil se regardèrent. Clairement non préparé à ce niveau d'engagement public, Chester Lowe appela une récréation de 15 minutes. Dans le couloir, une femme approcha Drew. Elle avait des yeux gentils et portait un t-shirt Save Riverside. « Vous faites vraiment ça pour nous tous. Je le fais parce que c'est juste... Les Turner ont détruit votre famille. Ils ont essayé... mais les familles sont plus solides que les bâtiments. Les communautés aussi... » Elle le serra dans ses bras. Surprenant, eux deux.
Merci. Quand le conseil reprit, Chester Lowe semblait sombre. Après considération attentive et écoute des témoignages publics, ce conseil reportera le vote sur la pétition Z 2024-176 pour 60 jours pour permettre un examen environnemental supplémentaire et des inputs communautaires. Ce n'était pas un rejet, mais un délai, et dans l'état financier actuel de la famille Turner, un délai était aussi bon qu'une défaite. La foule éclata en acclamations. Drew sentit la main de Sophie serrer la sienne. « On a gagné, Papa Diallo. »« Oui, ma chérie, on a gagné. » Dehors, le bâtiment municipal. Des reporters assaillirent Drew. Flash d'appareil photo. Micro poussé en avant. « M. Leon, qu'est-ce que ça signifie pour votre bataille de garde ?» Pas de commentaires. « Êtes-vous satisfait de la décision du Conseil ? Je suis satisfait que la démocratie ait fonctionné, que des gens ordinaires se soient levés contre le pouvoir et que le pouvoir ait cligné des yeux. Qu'en est-il de la compagnie de Carl Turner ? Ils vont probablement faire faillite maintenant. » Drew fit une pause, regarda directement la caméra la plus proche. « J'ai passé des années à enseigner aux élèves que l'histoire est façonnée par des choix. Les Turner ont choisi la cupidité sur la compassion, le profit sur les gens, l'apparence sur la substance. Ils font face aux conséquences de ces choix. Je n'ai aucune sympathie pour ça. Certains disent que vous êtes vindicatif. Certains ont dit la même chose sur les abolitionnistes et les suffragettes et les marcheurs des droits civiques. Le changement n'est jamais confortable pour ceux qui bénéficient du statu quo. » Il souleva Sophie et marcha vers sa voiture à travers la foule acclamante. Plus tard ce soir-là, après que Sophie soit endormie, Drew s'assit dans son bureau lisant l'offre de règlement formel des avocats de Miranda. Elle acceptait tous ces termes. Garde primaire à Drew, visite supervisée, pension alimentaire, pas de contact avec ses parents jusqu'à ce qu'il complète la thérapie. Il y avait une note personnelle attachée de l'écriture de Miranda. « Tu avais raison sur tout ? Je ne sais pas comment être la mère que Sophie mérite, mais je veux apprendre. Merci de ne pas avoir abandonné elle ou moi. M. » Drew rangea les papiers dans son tiroir de bureau. Il les signerait demain. Son téléphone sonna. « Glenn Davis, Turner & Associates a déposé pour faillite il y a 1 heure. La compagnie est finie et les accusations criminelles. La poursuite EPA avance. L'avocat de Carl négocie un plaidé coupable, probablement 5 ans en sécurité minimum. Margaret ne fait pas face à des accusations criminelles, juste des pénalités civiles pour son rôle dans la compagnie. Mais son argent familial est lié à des procès de tous ceux qu'ils ont fraudés au fil des ans. Drew sentit le poids de ce qu'il avait fait s'installer sur lui, des vies détruites. Un empire familial effondré. Il avait fait ce qu'il s'était fixé. Pourquoi ça ne se sentait pas mieux ? « Tu vas bien ?» demanda Glenn. « Je ne sais pas. Je voulais la justice. J'ai eu la vengeance. Je ne suis pas sûr qu'il soit de la même chose. Et tu as exposé de vrais crimes. Tu as protégé des gens. Tu as sauvé un quartier. Si les Turner souffrent pour ça, ce n'est pas sur toi. N'est-ce pas ? » Pourtant, Glenn fut silencieux un moment. « Tu as fait ce que tu devais faire. Le reste d'entre nous est juste reconnaissant que quelqu'un se soit enfin levé contre eux. » Après qu'ils eurent raccroché, Drew alla dans la chambre de Sophie. Elle dormait, son éléphant en peluche sous un bras, son visage paisible. Il la regarda respirer, pensant aux mots de Carl. « Je suis terrifié d'avoir gaspillé toute ma vie à chasser des choses qui ne comptent pas. » Drew avait enseigné l'histoire pendant 15 ans. Il savait comment ces histoires finissaient. Les puissants tombaient, de nouveaux pouvoirs montaient, le cycle continuait. Mais parfois, juste parfois, des gens ordinaires faisaient pencher la balance, pas par la violence ou des gestes grandioses, mais par un simple refus d'accepter l'injustice. Il avait été l'un de ces gens. Le coup était élevé, son mariage était fini. Les grands-parents de sa fille iraient en prison. Il s'était fait des ennemis qui n'oublieraient pas, mais Sophie était en sécurité. Et elle grandirait en sachant que son père s'était battu pour ce qui était juste. Même quand c'était dur, même quand ça faisait mal, c'était la leçon qui valait la peine d'être enseignée. Chapitre 7. Les retombées vinrent rapidement. Le 20 décembre, Carl Turner accepta un plaidé coupable, 6 ans en prison fédérale pour crimes environnementaux et fraude. Margaret évita les accusations criminelles, mais fit face à 30 millions de dollars en pénalités civiles, effaçant efficacement ce qui restait de sa fortune familiale. Les actifs de Turner & Associates furent liquidés pour payer les créditeurs et les amendes UPA. Le manoir de Blackwood Hills fut mis sur le marché haut. Les voitures, les memberships au country club, la vie de privilèges soigneusement orchestrée, tout disparut comme un brouillard matinal. Mais Drew ne pensait pas aux Turner quand le matin de Noël arriva. Il pensait à Sophie ouvrant des cadeaux en pyjama, criant sur un nouveau set de livres sur les dinosaures et un microscope qu'il avait économisé des mois pour acheter.
Ils décorèrent leur petite maison artisanale avec des lumières et un arbre modeste. Miranda avait déposé des cadeaux la veille au soir. Sa première visite sans supervision, un jalon approuvé par sa thérapeute. « On peut appeler maman pour dire merci ?» demanda Sophie, levant un nouveau set d'art. Bien sûr, Sophie courut au téléphone, babillant excitée quand Miranda répondit. Drew écouta de la cuisine, faisant du chocolat chaud, sentant quelque chose d'inconnu. Espoir. Son téléphone bourdonna. Ann Kingston, son agent. Joyeux Noël. J'ai des nouvelles? Simon & Schuster offre 200 000 $ pour le livre Turner. Ils le veulent vite. Manuscrit en 4 mois. Drew faillit laisser tomber sa tasse. 200 000 $. Sécurité financière. Fonds pour l'université de Sophie. Un acompte sur une voiture légèrement moins vieille s'il le voulait, mais plus que ça, une plateforme, une façon de raconter l'histoire correctement, d'expliquer pourquoi ça comptait. Il pensa à toutes ces leçons d'histoire qu'il avait enseignées, sur comment le changement se produisait par la documentation, en portant témoignage, en refusant de laisser les puissants contrôler le récit. C'était sa chance de faire ça à plus grande échelle. Il appela Cody McConnell. « J'ai besoin de tes conseils sur quelque chose. Vas-y, si j'écris ce livre, raconte toute l'histoire publiquement. Est-ce que ça nuira à l'accord de garde? Tu veux dire si Miranda essaiera de se rétracter? » « Ouais. » Cody fut silencieux un moment. « Ça dépend comment tu l'écris. Si tu te concentres sur les crimes des Turner et ton combat pour Sophie, tu es probablement OK. Si tu fais de Miranda la méchante, elle pourrait se réavocatiser. Et si je dis la vérité, qu'elle était aussi une victime de sa famille, d'une façon différente, alors tu seras probablement OK. Quoi? » Drew regarda Sophie à travers la porte, arrangeant soigneusement ses nouveaux fournitures d'art, parce que c'est la bonne chose à faire. Et j'en ai marre de me battre. Je veux construire quelque chose à la place. Écris le livre. Sois juste. Tu es bon à ça? Le réveillon du Nouvel An trouva Drew à son ordinateur travaillant sur le chapitre 12. Sophie était à l'appartement de Miranda, sa première nuitée. La thérapeute l'avait recommandé et Drew avait accepté malgré son anxiété. Miranda avait appelé 2 fois pour le mettre à jour. Sophie allait bien. Elles avaient fait dîner ensemble, regardé des films. « Ri, elle est vraiment incroyable. »« Drew, » avait dit Miranda pendant le 2e appel, « je sais que je suis sa mère, mais parfois j'oublie à quel point elle est incroyable. Elle tient ça de toi? Les bonnes parties, silence sur la ligne puis « merci de dire ça, de ne pas me faire le monstre dans tout ça. Tu n'es pas un monstre, tu es quelqu'un qui s'est perdu. » On le fait tous parfois. Après qu'elles eurent raccroché, Drew revint à son manuscrit. Il écrivait sur la nuit, où il avait trouvé Sophie dans la cuisine. Mais il était prudent. Il décrivit la cruauté de Margaret, l'indifférence de Carl, le système qui permettait leur comportement. Mais quand il écrivit sur Miranda, il écrivit sur une femme piégée entre 2 mondes, essayant de plaire à tout le monde et se perdant dans le processus. Il écrivit « Ma femme n'était pas la méchante de cette histoire. Elle en était une victime. » Les Turner ont détruit plus que mon mariage. Ils ont détruit le sens de la valeur propre de leur propre fille, lui apprenant dès la naissance que la valeur venait de la validation externe plutôt que du caractère interne. C'était vrai? Et l'écrire se sentait comme lâcher le dernier de sa colère. À minuit, des feux d'artifice explosèrent dehors. Drew sortit sur son porche, regardant les couleurs fleurir contre le ciel sombre. Son téléphone bourdonna. Un message d'un numéro inconnu. C'est Carl Turner. J'écris d'un téléphone supervisé à l'installation fédérale. Je sais que je n'ai pas le droit de te contacter. Mais je voulais que tu saches, j'ai suivi le succès préliminaire de ton livre. Je l'ai lu 3 fois. Chaque fois, je suis frappé par ton équité. Ton refus de démoniser des gens qui méritent d'être démonisés. Tu as écrit sur Margaret et moi comme des humains défectueux qui ont fait des choix terribles, pas des monstres. Cette grâce est quelque chose que je n'attendais pas et ne mérite pas. J'ai aussi suivi la vie de Sophie à travers les mises à jour occasionnelles que Miranda envoie à Margaret. Elle est brillante, curieuse, gentille. Tout ce dont un grand-père devrait être fier. Je n'aurai jamais la chance de la connaître. J'ai accepté ça, mais je voulais que tu saches que la regarder grandir de loin, sachant qu'elle a un père qui la protégera et lui apprendra à valoriser la substance sur l'apparence, m'apporte plus de paix que je ne mérite. Tu avais raison surtout. L'histoire juge les empires par leur chute. J'ai construit le mien sur du sable et de l'arrogance. Il s'est effondré exactement comme il le devait, mais tu as construit quelque chose de réel, une fillée qui changera le monde de petites façons importantes, un livre qui inspire les gens à exiger mieux de ceux au pouvoir, un héritage qui compte vraiment. Merci de m'avoir enseigné cette leçon même si je l'ai apprise bien trop tard. Carlton.
Drew plia la lettre avec soin et la mit dans son tiroir de bureau. Il n'était pas sûr de comment il se sentait à ce sujet. Le pardon n'était pas quelque chose pour lequel il était prêt, peut-être jamais, mais la reconnaissance comptait, savoir que Carl comprenait la magnitude de ce qu'il avait fait, ce qu'il avait perdu, ça comptait pour quelque chose. En février, Drew apprit que la poursuite UPA avait résulté en accusations supplémentaires. 2 exécutifs de Turner & Associates, qui avaient activement participé à falsifier des rapports environnementaux, faisaient face à un procès. Margaret était poursuivie par 3 associations de quartier pour dommages, et Austin Turner, le jeune frère de Miranda, avait fui aux îles Caïmans pour éviter des assignations. L'empire n'était pas juste tombé, il était brisé. Drew était en réunion avec sa publiciste, une femme efficace nommée Julia Collins. Quand la nouvelle éclata, « C'est un timing parfait », dit Julia, scrollant sa tablette. « Ton livre sort dans 6 semaines. Ça garde l'histoire dans le cycle des news. Je ne célèbre pas des gens allant en prison. Je sais, mais le public le fait. Tu es le héros dans ce récit. Le papa de banlieue ordinaire qui a abattu un empire corrompu, un sous-millé. » Drew se tortilla inconfortablement. « Je voulais juste protéger ma fille, et tu l'as fait en exposant la vérité. C'est héroïque que tu veuilles l'admettre ou non. » Le tour du livre était programmé pour mars et avril. 20 villes, interviews avec des médias majeurs, engagement de parole à des universités. Drew avait négocié pour que Sophie vienne avec lui quand possible, en transformant ça en aventure plutôt que de la laisser derrière. « Papa, on va vraiment à New York ?» demanda Sophie quand il lui dit « On y va vraiment ? Tu veux voir le musée d'histoire naturelle ? Celui avec les dinosaures ? La plus grande collection de dinosaures au monde ?» Sophie jeta ses bras autour de son cou. « C'est la meilleure chose ever ?» Miranda avait accepté d'ajuster le calendrier de garde pour accommoder le tour. Elle avait obtenu un job travaillant pour un non-profit, utilisant son diplôme en business pour la première fois, aidant des familles à faible revenu à naviguer les programmes d'assistance logement. « C'est ironique », avait-elle dit quand elle l'avait dit à Drew. « Mes parents ont dépensé des millions en immobilier commercial pendant que des gens étaient sans abri. Maintenant, j'aide les gens qu'ils ignoraient. Comment ça se sent comme si je faisais enfin quelque chose qui compte ?» Ils devenaient amis lentement, coparents d'abord, mais avec un respect genou grandissant entre eux. Sophie le remarqua et s'épanouit dans la chaleur de ça. « Toi et maman ne vous battez plus », observa-t-elle un jour. « On a grandi », dit Drew simplement. « Grand-mère et grand-père n'ont pas grandi. » Non, ils ne l'ont pas. C'est triste. C'était, malgré tout, c'était triste. Chapitre 8. Le livre sortit le 15 mars avec un acclaim critique immédiat. Enseigner la justice. Comment un père a exposé un empire débuta au numéro 7 sur la liste des best-sellers du New York Times. À la 2e semaine, il était monté au numéro 3. Les critiques louèrent le ton mesuré de Drew, son refus de sensationnaliser, sa capacité à tisser un récit personnel avec une critique sociale plus large. Le Washington Post écrivit « Drew Leon a crafté un portrait dévastateur de privilèges non contrôlés et du coût du silence. C'est une lecture essentielle pour quiconque croit que des gens ordinaires ne peuvent pas combattre le pouvoir et gagner, mais la critique la plus satisfaisante vint d'une source plus petite, un blog appelé Teachers Who Write. En tant qu'éducateur moi-même, je suis fier qu'un des nôtres ait montré au monde ce que signifie se lever pour ce qui est juste. Léon n'avait pas besoin de richesse ou de connexion. Il avait besoin d'intégrité et de courage. Ce livre prouve que les meilleurs héros sont souvent ceux qui n'ont jamais voulu être des héros du tout. Drew lut cette critique à sa classe d'histoire de seconde. Ils éclatèrent en applaudissements. « M. Leon, vous êtes célèbre. » Un élève cria « Je suis un professeur qui a écrit un livre. » Pas tout à fait la même chose. « Vous avez abattu des riches maléfiques. » C'est assez célèbre. Drew sourit. « J'ai exposé la vérité. D'autres gens ont fait le reste. » Après la classe, son principal, Dr. Harris, s'arrêta à sa classe. « J'ai eu 3 districts scolaires, appelant demandant si vous seriez intéressé par des positions administratives. Un offrait 60 000 de plus que ce que vous gagnez maintenant. » Drew regarda autour de sa classe, les murs couverts de projets d'élèves. Citation de Howard Zinn et Harriet Tubman. Carte de révolution à travers l'histoire. « Je suis bien ici. Vous êtes sûr ? Le livre ? » L'argent du livre va dans le fonds université de Sophie et un acompte sur une voiture légèrement moins vieille. « J'aime enseigner, c'est ce que je fais. » Docteur, Harris sourit. « On a de la chance de vous avoir. » Mais l'attention n'était pas toute positive. Les supporters restants de Margaret Turner, des amis riches qui, croyant que tout le scandale était exagéré, lancèrent une campagne de chuchotement contre Drew. Ils l'appelèrent opportuniste, vindicatif,
un grimpeur social qui avait utilisé sa fille pour le profit, un opède particulièrement méchant dans une publication conservatrice l'accusa d'armes laides infantiles pour gain personnel et suggéra que l'incident de Thanksgiving avait été fabriqué. Drew composait une réponse quand Joan Elliott l'appela. « J'ai vu cet article. C'est... J'étais là. J'ai vu tout. Je sais. Merci. Joan. Non. Vous ne comprenez pas ? J'ai été contacté par 5 autres familles, anciens employés et contracteurs de Turner & Associates. Ils ont tous des histoires sur le traitement de Carl et Margaret des travailleurs, sous-traitants. Quiconque ils considéraient en dessous d'eux, ils veulent aller public. Le pouls de Drew s'accéléra. Pourquoi maintenant ? À cause de votre livre. Vous leur avez donné la permission de parler, vous leur avez montré que c'était possible de dire la vérité et survivre. Dans une semaine, un recours collectif fut déposé contre les restes de Turner & Associates, 23 plaignants alléguant abus au travail, vol de salaire et pratiques discriminatoires. La campagne de chuchotement s'évapora du jour au lendemain. Drew ne célébrait pas plus de douleur, plus de batailles légales, plus de vies perturbées, mais il était sombrement satisfait que l'étendue complète du comportement des Turner soit enfin documentée. La vérité avait du momentum. Une fois qu'elle commençait à rouler, c'était dur de l'arrêter. Le tour du livre était épuisant mais récompensant. Drew parla dans des librairies et universités, centres communautaires et conférences d'enseignants. Sophie vint à plusieurs événements, assise au premier rang dessinant pendant qu'il répondait aux questions. À Boston, une femme se leva pendant les Q&R. La famille de mon mari me traitait comme les Turner vous ont traité. J'avais peur de partir. Votre livre m'a donné du courage. Merci. À Chicago, un homme approcha après. Je suis professeur d'école publique comme vous. Je pensais que je n'arriverais jamais à grand-chose aux yeux de ma famille. Vous prouvez que faire la bonne chose compte plus que le statut ou l'argent. Ça signifie tout ? Ces moments soutenaient Drew à travers l'épuisement et le scrutin. À New York, ils visitèrent le musée d'histoire naturelle comme promis. Sophie se tint sous le squelette de dinosaures imposant, cou tendu en arrière, yeux écarquillés d'émerveillement. « Papa, c'est un brachiosaure. Comment tu sais ? Parce que j'ai lu... Tu m'as appris que lire est important ?» Drew rit, sentant la joie bouillonner inopinément. C'était ce qui comptait. Pas les listes de best-sellers ou apparitions médias, mais enseigner à sa fille à être curieuse, courageuse, gentille. Ce soir-là, Miranda les rejoignit pour dîner. Elle avait volé depuis leur ville natale, voulant voir Sophie pendant le tour. Ils s'assirent dans une pizzeria à Brooklyn, Sophie entre eux, babillant sur les dinosaures et gratte-ciel et tout ce qu'elle avait vu. Miranda attrapa l'œil de Drew à travers la table, articula « Merci ». Il hocha la tête. Ils étaient OK. Pas mariés, plus amoureux, mais OK. C'était assez... À l'arrêt final du tour, Seattle. Drew fut surpris par un visiteur backstage avant sa lecture, Glenn Davis. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Volé pour te dire en personne. L'affaire EPA est bouclée. Tous les accusés trouvés coupables. La sentence de Carl tient. Les 2 exécutifs ont eu 8 ans chacun. Et Margaret, pénalité civile maintenue, elle est complètement en faillite. Drew aurait dû se sentir victorieux. Au lieu de ça, il se sentait juste fatigué. « Il y a plus » dit Glenn. « Le quartier Riverside, le centre communautaire que tu as aidé à sauver. Ils veulent nommer leur nouvelle aile de bibliothèque après toi. » « Quoi ? Non ? C'est trop. » Déjà voté, le centre d'apprentissage Drew Leon ouvre en juin. Drew s'assit lourdement sur une chaise pliante. « C'est trop. C'est de la gratitude. Tu as sauvé leur quartier ? Laisse-les honorer ça. » Après la lecture, un reporter local demanda à Drew ce qui était prochain. « Prochain. Je rentre. J'enseigne mes classes. Je travaille sur un 2e livre sur l'activisme grassroots à travers l'histoire. Et je vais continuer à être le papa de Sophie. C'est le plan, pas d'ambition politique. Des gens ont suggéré que vous vous présentiez au conseil scolaire, même au conseil municipal. Drew rit. Je suis un professeur, pas un politicien. Je veux juste aider les enfants à apprendre à penser critiquement et à se lever pour ce qui est juste. Vous êtes devenu un symbole ? Je ne suis pas un symbole. Je suis un gars qui a fait ce que tout bon parent ferait, protéger son enfant, si c'est inspirant pour les gens, soupa. Mais je ne me présente pas pour un office ou ne commence pas un mouvement. Je rentre, et il le pensait. La gloire était éphémère, la justice était mécente, mais la famille, celle que tu choisissais, celle que tu construisais par l'amour et l'effort, ça c'était réel. Ça valait la peine de se battre. Chapitre 9. 6 mois après la sortie du livre, la vie s'était installée dans un rythme confortable. Drew enseignait ses classes,
travailler sur le deuxième livre, passer les week-ends avec Sophie à randonner et explorer des musées. Miranda avait emménagé dans un appartement modeste et continué son travail avec le non-profit. Elle et Drew avaient développé une relation de coparenting efficace construite sur le respect et le bien-être de Sophie. Sophie, maintenant 7 ans, s'épanouissait. Elle s'était fait de nouveaux amis à l'école, avait rejoint le club de sciences et développé un intérêt passionné pour la paléontologie. Elle parlait d'être scientifique quand elle grandirait, comme les gens qui étudient les os de dinosaures derrière. Drew demanda « Exactement. Je veux découvrir une nouvelle espèce et la nommer après toi. Druosaurus leonus. Je suis honoré. Ce serait un gentil dinosaure? Un qui protégeait les plus petits dinosaures des méchants. Drew la serra fort. C'est le meilleur dinosaure que je puisse imaginer. » En juin, le centre d'apprentissage Drew Leon ouvrit officiellement à Riverside. Drew assista à la cérémonie de coupe du ruban avec Sophie, se sentant submergé par l'affluence. Le quartier avait transformé l'ancien centre communautaire en un espace d'apprentissage et de bibliothèque ultramoderne, financé en partie par l'argent des règlements des procès Turner et en partie par des levées de fonds communautaires. Des enfants couraient dans l'espace lumineux et accueillant, des parents parcouraient des livres, des professeurs menaient des ateliers. Chester Lowe, le président du conseil de zonage, approcha Drew avec un sourire. « Vous voyez ce que vous avez rendu possible? La communauté l'a rendu possible. Je les ai juste aidés à être entendus. Même chose. Peut-être que c'était... » Drew apprenait encore à accepter que ses actions avaient ondulé vers l'extérieur, créant des changements qu'il n'avait jamais anticipés. Sophie tira sa main. « Papa, il y a une section pour les livres sur les dinosaures. On peut avoir une carte de bibliothèque? » « Absolument. » Ils remplirent la paperasse ensemble, Sophie écrivant soigneusement son nom. Quand la bibliothécaire lui tendit la carte, elle la fixa révérencieusement, ma propre carte de bibliothèque pour le centre d'apprentissage nommé « Après mon papa ». La bibliothécaire sourit. « Ton papa est assez spécial ?»« Je sais, » dit Sophie simplement. « Il est le meilleur. » Plus tard ce mois-là, Drew reçut une lettre inattendue. C'était de Carl Turner. Timbrée de l'installation correctionnelle fédérale, il faillit la jeter sans l'ouvrir. Mais la curiosité gagna. « Cher Drew, j'écris ça de prison. » Une phrase que je n'ai jamais imaginé taper. J'ai eu beaucoup de temps pour penser aux choix qui m'ont mené ici, au homme que j'étais et à l'homme que j'aurais dû être. Je veux que tu saches que j'ai suivi le succès de ton livre. Je l'ai lu 3 fois. Chaque fois, je suis frappé par ton équité. Ton refus de démoniser des gens qui méritent d'être démonisés. Tu as écrit sur Margaret et moi comme des humains défectueux qui ont fait des choix terribles, pas des monstres. Cette grâce est quelque chose que je n'attendais pas et ne mérite pas. J'ai aussi suivi la vie de Sophie à travers les mises à jour occasionnelles que Miranda envoie à Margaret. Elle est si brillante, curieuse, gentille, tout ce dont un grand-père devrait être fier. Je n'aurai jamais la chance de la connaître. J'ai accepté ça, mais je voulais que tu saches que la regarder grandir de loin, sachant qu'elle a un père qui la protégera et lui apprendra à valoriser la substance sur l'apparence, m'apporte plus de paix que je ne mérite. Tu avais raison sur tout. L'histoire juge les empires par leur chute. J'ai construit le mien sur du sable et de l'arrogance. Il s'est effondré exactement comme il le devait, mais tu as construit quelque chose de réel, une fille qui changera le monde de petites façons importantes. Un livre qui inspire les gens à exiger mieux de ceux au pouvoir, un héritage qui compte vraiment. Merci de m'avoir enseigné cette leçon, même si je l'ai apprise bien trop tard. Carl Turner. Drew plia la lettre avec soin et la mit dans son tiroir de bureau. Il n'était pas sûr de comment il se sentait à ce sujet. Le pardon n'était pas quelque chose pour lequel il était prêt, peut-être jamais, mais la reconnaissance comptait. Savoir que Carl comprenait la magnitude de ce qu'il avait fait, ce qu'il avait perdu, ça comptait pour quelque chose. Pour le 8e anniversaire de Sophie, Drew organisa une fête dans leur jardin. Des enfants du quartier vinrent avec des camarades de classe de Sophie. Miranda aida avec les décorations. Glenn et Cody passèrent avec des cadeaux. Ils jouèrent à des jeux, mangèrent un gâteau en forme de tricératops et rirent jusqu'à ce que le soleil d'été se couche. Tandis que la fête se terminait et que les parents récupéraient leurs enfants, Sophie grimpa sur les genoux de Drew sur la balançoire du porche. « Meilleur anniversaire ever? Papa, je suis content. Ma chérie, grand-mère et grand-père ont envoyé quelque chose. » Drew hésita. Margaret avait envoyé une carte avec un chèque, de l'argent de quelque part. Bien que Drew ne puisse imaginer d'où vue sa situation financière, il l'avait mis directement dans le fonds université de Sophie sans le mentionner. « Ils pensent à toi ?» dit-il prudemment, mais ils gèrent des problèmes d'adultes en ce moment parce qu'ils étaient méchants et ont enfreint des règles. « Oui,
Sophie hocha la tête pensivement. Madame Chun dit que tout le monde fait des erreurs, mais tu dois les réparer si tu veux que les gens te pardonnent. Madame Chun est très sage. Ont-ils réparé leurs erreurs? Drew regarda sa fille, si jeune pourtant déjà saisissant des concepts que certains adultes n'apprenaient en jamais. Ils essaient, mais certaines erreurs prennent longtemps à réparer, peut-être pour toujours. « Oh !» Sophie se blottit plus près. « Je suis contente que tu n'aies jamais fait des erreurs comme ça. J'en ai fait plein. » Sophie, la différence est que j'essaie d'apprendre d'elle et de faire mieux. C'est ce qui fait de toi un bon papa. Drew sentit sa gorge se serrer. « Tu rends ça facile !» Tandis que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel assombrissant, Drew pensa à l'année passée, à tout ce qui avait changé et tout ce qui était resté le même. Il avait détruit un empire, écrit un best-seller, devenu un symbole de résistance ordinaire à un pouvoir extraordinaire, mais plus important, il avait protégé sa fille, lui avait enseigné que se lever pour ce qui est juste compte plus que s'intégrer avec les puissants, lui avait montré par l'exemple que l'amour et l'intégrité battent mal l'argent et le statut à chaque fois. L'Empire Turner était parti. Carl était en prison. Margaret était en faillite. Leur héritage était un de corruption et cruauté exposée. L'héritage de Drew serait Sophie, et des enfants comme elle apprenant dans le centre d'apprentissage, Drew Leon, que la connaissance est pouvoir et la gentillesse est force. C'était la victoire qui comptait. C'était la révolution qui valait la peine d'être combattue. Miranda sortit sur le porche portant du gâteau restant. Elle dort. Drew baissa les yeux. Sophie s'était endormie contre sa poitrine, sa respiration douce et régulière. À l'instant, Miranda s'assit à côté d'eux, silencieuse un moment. Puis, « Tu sais ce que j'ai réalisé? Tu as gagné pas juste contre ma famille, tu as gagné à la vie, tu es heureux, tu es respecté, tu as fait une différence, et tu l'as fait en étant exactement qui tu as toujours été. Je ne l'ai pas fait pour gagner, je sais, c'est pourquoi tu l'as fait. » Ils s'assirent ensemble en silence confortable, regardant des lucioles clignoter dans l'obscurité tandis que Sophie dormait paisiblement, en sécurité, aimée et libre du poids des attentes des autres. Au final, c'était tout ce que Drew avait toujours voulu. Et contre toute attente, il l'avait obtenu, le combat était fini. La guerre était gagnée, pas par la violence ou la vengeance, mais par la vérité, le courage et la détermination calme d'un homme ordinaire qui refusait de laisser sa fille m'être diminuée. L'histoire se souviendrait des Turner comme un conte cautionnaire, mais Drew Leon serait souvenu comme quelque chose de mieux. Un père qui aimait sa fille assez pour changer le monde pour elle. C'était assez, c'était tout. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez sur l'écran et je vous verrai